Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue dans mon petit espace créatif, je m'appelle Lise et aujourd'hui on se retrouve pour un hors-série teinture naturelle. Alors, au menu de ce soir, non, parce que là on est le soir, mais au menu du jour, on a plusieurs bases de laine que nous allons teindre. Par base de laine, j'entends la composition du fil que nous allons teindre. J'ai prévu 5 bases différentes que je vais vous présenter tout de suite. Alors, la première base de fil que j'ai prévue pour ce soir, c'est pour aujourd'hui. Il faut que j'arrête. Oui, c'est le soir, mais pour aujourd'hui, c'est une laine vierge de la marque Volboot Tyrol que j'ai acheté sur le site internet de Beautynet. Alors, il s'agit bien de laine vierge et non pas de pure laine vierge, parce que pour que ce soit pure laine vierge étant un label de qualité, pour qu'une laine soit estampillée pure laine vierge, il faut qu'il y ait au maximum 0,3% d'un autre matériau mélangé avec de la laine vierge. A priori, vu que cet écheveau n'est pas estampillé pure laine vierge, ça signifie que la laine de départ est mélangée avec d'autres composants à une hauteur supérieure aux 0,3% qui sont exigés par le label pure laine vierge. Voilà pour la petite histoire. La deuxième base de teinture que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est de la laine 100% mérino. Alors, pour ce qui est de la laine 100% mérino, pour les personnes qui ne le sauraient pas, la laine de mérino est une laine qui est à la base originaire d'Afrique du Nord et qui a été par ce biais-là introduite en Espagne. Donc pendant très longtemps, c'était un mouton qu'on trouvait en Espagne et qui après s'est répandu dans le reste de l'Europe et aussi dans le reste du monde, parce que dorénavant, il semble que la production de laine de mérinos la plus importante se trouve en Australie et en particulier en Tasmanie. Donc voilà pour ce fil de laine mérinos. La troisième base que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, c'est donc une base composée de 75% de laine vierge et de 25% de polyamide. Le polyamide étant en fait une matière qui appartient à la famille des plastiques et qui est issue de l'industrie chimique et qui est réalisée à partir de pétrole. En fait. Elle a l'avantage en fait de donner son élasticité au fil, raison pour laquelle on utilise ce genre de laine pour les chaussettes. Donc cet écheveau, je l'ai acheté sur le site internet de Strict Café, qui est un site internet suisse, et c'est de la marque Schachenmayer. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Alors, le quatrième fil que je vais vous proposer aujourd'hui, alors c'est un fil de mohair et composé de mohair à 80% et de nylon et de polyamide, ben pareil que la précédente, à 20% cette fois par contre. Et je l'ai acheté sur un site internet allemand. L'avantage, bon là pour le coup, le mohair, alors j'ai appris un truc, c'était très rigolo, enfin non, j'ai pas appris un truc, mais c'était hyper rigolo parce qu'en fait, c'est la chèvre angora qui produit le mohair. Mais quand on parle d'angora, ce sera toujours de la laine qui vient du lapin angora. J'ai trouvé ça drôle, je me suis dit, ben, ce serait intéressant de partager ça avec vous. Donc voilà, l'origine du mohair, c'est la chèvre angora qu'on retrouvait en fait, qu'on retrouvait en fait au départ sur le territoire qui est actuellement la Turquie. Semble-t-il que Ankara était un peu la seule ville pendant très 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 longtemps qui produisait du mohair et qui l'exportait à travers le monde. Voilà pour ce qui est du mohair. Pour le polyamide, ben, je vous ai donné la petite explication tout à l'heure. Enfin, la cinquième base que je voulais vous présenter, c'est donc une base composée de kid mohair et de soie. Kid mohair à 72% et puis de soie à 28%. La différence entre le kid mohair et le mohair, c'est que le kid mohair, lui, il provient de la première tonte en fait de la chèvre angora en fait, que ce soit l'agneau ou la chèvre. Et il semble que, enfin, à ma connaissance, c'est un fil qui est issu de la tonte d'animaux vivants. Alors que le mohair déjà, c'est pas forcément la première tonte. C'est pas forcément la première tonte de la chèvre, mais ça peut aussi provenir en fait d'animaux qui sont déjà décédés. Donc voilà pour ça. Alors si des gens ont des connaissances beaucoup plus poussées que ça, parce que d'après mes lectures c'était ça, donc si quelqu'un a des corrections à apporter à ce que j'ai dit, ben vous pouvez ce serait vraiment sympa de les mettre dans les commentaires, comme ça, ça me permettra
Ça permettra à tout le monde d'avoir une information qui est claire et correcte. Alors, voilà pour les 5 bases que j'avais prévu d'utiliser aujourd'hui. Sachez que là, je ne vous ai présenté que des écheveaux. Mais il est tout à fait possible de teindre à partir de pelotes, comme celle-ci, ou comme celle-là. Là, en l'occurrence, elle n'est pas blanche parce qu'en fait, dans ce format-là, je n'ai pas du tout de blanche. Je n'ai pas du tout de couleur blanche. Ou alors à partir de laine qui arrive en cône. La seule subtilité, si on utilise un de ces formats-là pour teindre la laine, c'est qu'il faut d'abord mettre cette laine en fait en cercle, en cercle. Je vais vous expliquer. Là, on part. Là, on a directement notre écheveau qui est prêt. Okay? Donc, quand on le reçoit, on le défait et on obtient un cercle comme ça. Et c'est exactement un cercle comme ça qu'on doit fabriquer à partir de notre cône, de notre ou de notre pelote. Pour ce faire, il y a différentes façons de procéder. Pour ma part, j'ai deux échevaudoirs. Un échevaudoir, c'est quoi? Un échevaudoir, c'est un instrument comme celui-ci. Une sorte de ça ressemble à un parapluie en fait. Autour duquel vous pouvez déposer votre écheveau. Je vais le faire comme ça à l'arrache. Vous pouvez déposer votre écheveau. Et qui va vous permettre, au moment de tricoter, de transformer votre écheveau en pelote en fait. Voilà, donc vous le posez comme ça, vous le tendez au maximum. Et à partir du fil d'écheveau, vous formez votre pelote. Je vous mettrai des liens dans la boîte de description de la vidéo pour voir comment former une pelote à partir d'un écheveau. Donc, pour ma part, moi j'ai deux échevaudoirs que j'utilise en fait si par exemple je veux teindre à partir d'un fil qui arrive en cône. Il y a d'autres possibilités, évidemment, parce que sinon, ça serait pas drôle. Non, mais surtout, ce sont deux autres possibilités qui sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus simples et qui ne nécessitent pas d'acheter quoi que ce soit pour ce faire. C'est que si vous avez, par exemple, moi, je vous ai pris quelque chose là. Je vous ai pris ici une boîte comme ça. C'est une boîte Lego pour ranger des Lego qui appartient à mes enfants. Je profite du fait qu'ils soient au lit pour leur piquer leurs jouets. Et ce qu'on va faire, je vais baisser juste un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de votre cône, par exemple, prenons le cône, vous allez former, en fait, vous allez entourer votre boîte là. Ça peut être un carton, certains utilisent des pieds de chaise, mais moi, chez moi, les pieds de chaise, ça va pas du tout quand je fais ça parce que le fil n'est pas tendu et du coup, il glisse et ça me permet pas de faire mon écheveau. Donc, j'utilise des boîtes comme ça. N'importe quel carton avec ce type de dimension fera l'affaire. Donc, vous prenez ceci, vous faites un petit nœud, un nœud comme les nœuds, enfin, pour faire les lacets, quoi. Comme les nœuds pour faire les lacets. Voilà. L'essentiel, c'est que quand vous faites ça, c'est que votre fil reste bien tendu. Parce qu'après, vous allez enrouler votre fil. Il faut bien le tenir pour les premiers fils, pour assurer une certaine tension. Voilà. Et éviter que le fil ne se déplace un peu partout. Et puis vous faites votre écheveau comme ça. C'est un peu fastidieux, c'est pour ça que moi je suis bien contente d'avoir deux échevaudoirs qui me permettent de faire ce travail. Mais une fois que les premiers fils sont tendus, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Voilà. Pour les besoins de cette vidéo, moi j'ai décidé de ne pas teindre des écheveaux complets, mais de faire ce qu'on appelle des échevettes, c'est-à-dire des mini-écheveaux, afin de pouvoir faire les tests de teinture avec vous. Voilà. Donc vous faites ça, et une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez obtenu en fait
la taille d'échevette que vous souhaitez utiliser pour faire vos tests. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai prévu au total, j'ai prévu des petites échevettes de 10 grammes en fait. Donc vous avez votre petit fil là comme ça. Ici c'est important, là je le pose juste là, mais c'est absolument pas essentiel, vous pouvez tout à fait le poser à plat. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sécuriser mon échevette et pour ça je vais avoir besoin de ficelles. Je vous conseille de prendre des ficelles de couleurs, histoire de mieux se repérer au moment où il faudra défaire les chevaux. Moi je trouve que moi ça m'aide beaucoup en général. Et idéalement, je vous conseillerais de prendre un fil de couleurs différentes pour le fil extérieur et le fil intérieur de l'écheveau. J'ai mon échevette qui est prête. J'ai mon tout premier nœud, celui que je vous ai montré au début, qui se trouve ici. Je vais donc sécuriser l'extrémité. Donc le fil qui est lié au cône, je vais le couper. Voilà. Et je vais sécuriser cette partie-là. Et je vais faire ça comme ça. En faisant un 8 entre les brins de l'échevette. C'est valable pour une échevette de cette taille, c'est valable pour un grand écheveau. Donc, vous passez votre ficelle en dessous. Vous ouvrez votre échevette au milieu. Vous passez un des fils par-dessus au milieu, comme ça. Vous le récupérez de l'autre côté. Vous faites exactement la même opération avec le second fil. Vous passez au même endroit et vous le récupérez de l'autre côté. Ça vous permet de former un 8 et de bien sécuriser en fait votre écheveau, votre échevette. Là, vous faites un nœud tout simple en veillant à bien laisser un peu d'espace entre le fil et la ficelle et le nœud de la ficelle. D'accord? Ça permet en fait de laisser de la place à l'écheveau pour le moment. Ça permet de laisser de la place à l'écheveau parce que pour que le fil en fait ne soit pas serré par la ficelle et que la teinture puisse s'imprégner de manière uniforme dans le fil. Enfin, dernière étape, parce que moi j'aime bien sécuriser mes écheveaux, le fil extérieur qu'on a là, on va pas le laisser pendouiller parce qu'il peut très bien arriver, je sais pas, que pendant qu'on est en train de teindre, l'écheveau tombe, enfin s'enfonce dans la casserole et du coup ce fil là s'en aille parce qu'on a touillé sans faire attention. Donc moi je préfère le sécuriser. Et je le sécurise comment? Je le soulève, je prends les deux fils de ficelle ici et je fais tout simplement un second nœud. Voilà. Hop, bah pas voilà. Et je fais un second nœud sans trop serrer. Et voilà, notre écheveau est sécurisé à ce niveau-là. Idéalement, et je pense que vous l'aurez remarqué sur les écheveaux que vous avez déjà eu en main, idéalement, il faut répéter la même opération, sauf la dernière étape, à 2 ou 3 autres endroits de la pelote. Donc là, par exemple, j'ai décidé, oups là, ma ficelle, elle a giclé. C'est pas grave. Je coupe un autre bout de ficelle. J'ai décidé de le faire exactement à l'opposé. Donc ici, on a notre premier fil qu'on a fait. Et puis, j'ai décidé de mettre le second à l'opposé, au milieu de mon échevette. Donc, je vais passer le fil en dessous. Et je répète exactement la même opération que tout à l'heure, hormis la toute dernière étape, vu qu'il n'y a pas de fil d'extrémité à sécuriser ici. Et donc, je fais ceci comme ça. Je prends l'autre, je repasse pareil au milieu. Je les récupère et je fais mon petit nœud de ficelle avec mes 2 morceaux de ficelle. C'est vraiment un nœud tout simple, hein, comme ça, en veillant toujours bien à laisser un peu d'espace entre le nœud et le fil. Voilà, là, mon échevette est prête pour la teinture. J'espère vraiment que vous voyez quelque chose. Ok. Donc ça, c'est une possibilité. Utiliser un objet de cette grandeur-là, environ 50 cm sur le côté le plus long.
Ça permet d'avoir une ampleur au niveau de l'écheveau qui est intéressante pour la teinture et après pour avoir de jolis écheveaux une fois qu'on a terminé sa teinture. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des pieds de chaise. Moi, je vous ai dit, je n'utilise pas les pieds de chaise de chez moi parce qu'en fait, ça tient pas. Ils sont trop glissants et puis du coup, le fil ne tient pas dessus et chaque fois, il se retrouve à tomber. Donc pour moi, c'est absolument pas pratique. Donc je préfère utiliser ce type de boîte pour faire ce travail-là. Si vous avez des échevaudoirs, deux échevaudoirs, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Si vous avez des boîtes comme ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se trouver, typiquement des cartons de livraison, des choses comme ça, il y a de quoi faire. Mais vous pouvez aussi utiliser en fait simplement le siège d'une chaise si vous estimez que si vous ne voulez pas avoir un écheveau d'une trop grande ampleur. Ça, c'est vraiment selon son choix. Donc, il faut impérativement en fait mettre vos pelotes en écheveau pour pouvoir faire de la teinture, ceci afin que la teinture puisse se répartir de manière totalement uniforme sur l'entier du fil. Après, il y a d'autres méthodes de teinture pour obtenir plutôt des gradients qui ne nécessitent pas forcément de mettre les écheveaux en pelote. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc on va se contenter de mettre les écheveaux en pelote. Je sais qu'il y a des machines qui permettent de mettre directement les fils en écheveau. C'est hyper rapide, hyper efficace, mais moi j'en ai jamais trouvé. Mais je pense que ça va être des machines qui sont uniquement destinées aux professionnels. Mais ça, je sais pas. Je sais pas. Maintenant que je vous ai présenté les bases avec lesquelles nous allons travailler aujourd'hui, on va préparer les laines à recevoir la teinture. Donc la prochaine étape sera l'étape du mordançage. Avant de passer à l'étape du mordançage, je vous laisse avec une petite vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ces échevettes lorsque on a deux échevaudoirs à disposition. J'ai un échevaudoir, celui-là, donc c'est un parapluie, ça ressemble à un parapluie, voilà, vous tirez comme ça, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, tirez comme ça. Une autre forme d'échevaudoir que je vais vous montrer tout à l'heure, que je vais vous montrer tout de suite. Un deuxième échevaudoir en fait. Soit vous en avez un deuxième en forme de parapluie, ce qui n'est pas mon cas parce que mes enfants ils ont tous cassé, ce que j'avais en bois. Soit vous avez un objet comme celui-ci qui est en fait un échevaudoir aussi, mais que j'avais acheté à l'époque où j'avais commencé à vendre de la laine. Et je l'ai gardé parce que je trouve vraiment très sympa, quoi. Donc c'est composé de deux barres comme ceci. Ça vient avec 4, oups là, ça vient avec 5 petits rondins de bois comme cela. Et aussi, ça vient comme ceci, avec ce petit objet et celui-là qui permet en fait d'accrocher l'échevaudoir au bord d'une table, enfin sur une table en fait. Donc là, vous avez ici l'endroit où se coinceront les deux barres en bois une fois qu'elles seront assemblées. Ensuite, là, vous avez un trou sur lequel va venir se déposer cet objet métallique. Vous mettez cette petite chose-là à l'intérieur. Cette partie-là doit avoir une certaine distance pour pouvoir la plugger sur le bord d'une table. C'est ce que je vais faire. Voilà, je vais le coller au bord, je vais le mettre sur le bord de ma petite table. Je vais ensuite assembler les deux morceaux de bois que j'ai ici. Et les petits trous qui sont là vont me permettre de positionner les bâtons, les rondins, à une certaine distance, celle que je veux en fonction de la longueur de mon écheveau une fois défait. Donc, pour mes écheveaux, je pense que à 4 trous de l'extrémité, ça va être possible. Ça va aller. Et une fois que vous avez fait ça, je vous montre ça tout de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous venez le plugger sur le petit bout en bois que je vous ai montré tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Voilà. Et comme ça, vous voyez le désordre que j'ai sous ma petite table. J'ai donc placé mon premier écheveau sur l'échevaudoir en plastique. Et maintenant qu'il est placé, je vais défaire les fils qui permettent de tenir l'écheveau. Ce sont donc des fils qui sont mis par les artisans pour tenir l'écheveau en place, pour ne pas que les fils s'en mêlent. En général, il y en a 3 ou 4. Et puis, là, il n'y en a que 2.
Et au final, là, on se retrouve en fait sur le début de l'écheveau. Je ne sais pas si vous voyez bien. On se retrouve là sur le début de l'écheveau. Et moi, il me semble que sur ce coup-là, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, je prends mon fil extérieur, qui est celui-là. Et puis, je vais commencer à former mon échevette avec l'autre échevaudoir. Pour ne pas avoir de soucis à cette étape et m'assurer que mon échevette ne va pas s'en mêler, je prends le fil de départ et je fais un petit nœud. Et je fais un petit nœud juste à ce niveau-ci. Voilà. Ça me permettra de ne pas m'emmêler les pinceaux après coup. Moi, je trouve que ça fonctionne assez bien, cette manipulation. Si vous vous rendez compte que votre fil n'est pas suffisamment tiré, il suffit simplement de déplacer le bâton plus en arrière pour avoir une longueur, pour avoir suffisamment de distance pour que votre fil soit bien tendu. Donc, c'est important que votre fil soit tendu comme ça et pas qu'il soit tout flafla. Très bien. Alors, on peut... Oups, là, j'ai une petite lampe qui bloque. On peut y aller. Ce qui peut vous aider quand vous faites des échevettes avec un fil de même poids, c'est qu'une fois que vous avez fait le premier, pendant que vous faites le premier, vous comptez le nombre de tours que vous faites, ou alors vous comptez tout simplement le nombre de fils que vous avez ici, ce qui va vous permettre pour la deuxième échevette de faire exactement le même, d'obtenir exactement le même grammage. Mes échevettes sont désormais prêtes. Je les ai séparées en deux groupes. Il y a un groupe qui va être mordancé, c'est-à-dire préparé avec d'autres matières pour recevoir la teinture. Et puis, il y a un autre groupe qui va être teint directement sans être mordancé. Je vous expliquerai de toute façon ce que c'est le mordançage un peu plus tard quand on arrivera à l'étape de la teinture. Mais en attendant, ces échevettes sont totalement sèches. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tremper. En fait dans de l'eau savonneuse afin de d'enlever le suint qui resterait sur la fibre. Tiens. Afin d'enlever le suint qui est encore sur la fibre en fait. Et pour ce faire, on va avoir besoin de nos petites échevettes, d'une grande bassine, de l'eau tiède. Nous allons avoir besoin aussi de ficelle. On va avoir besoin d'une mini coupelle pour peser le savon de Marseille parce qu'on va faire cette étape. L'eau savonneuse va être le savon qui va être utilisé pour l'eau savonneuse va être le savon de Marseille. Je vais y arriver. Une paire de ciseaux pour couper la ficelle et puis du savon de Marseille, bien évidemment. Moi, j'ai du savon de Marseille comme ceci. Il est en copeaux. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose là. J'imagine que oui. Je l'espère du moins. Voilà, il se retrouve en copeaux comme ça. Et nous allons aussi avoir besoin d'une balance. Très bien. Ok, donc cette petite balance, je vais déposer dessus ma petite coupelle en plastique que je vous ai montré que j'ai là. Je vais ensuite peser. Je vais ensuite utiliser 5 g de savon de Marseille. Voilà, nous y sommes. 5 g de savon de Marseille, ça correspond à peu près à ceci. Et je vais utiliser 3 litres d'eau. Moi, je me suis fondée sur les portions qui sont données dans le livre de Karine Delaunay-Delft, dont vous allez trouver toutes les références dans la boîte de description de cette vidéo. Je vais donc chercher de l'eau tiède. Maintenant que tout le matériel est prêt, j'ai donc préparé 5 g de savon de savon de Marseille en copeaux. J'ai préparé 3 litres d'eau tiède dans cette petite bassine. Voilà. Et tout ça parce que j'ai 100 g de laine. Je me suis fondée sur les proportions qui sont mentionnées dans le livre de Karine Delaunay-Delft qui s'intitule Teinture naturelle et dont je vais mettre les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Maintenant que ceci est prêt, je vais verser mes copeaux de savon de Marseille
dans l'eau tiède. Oh, il reste encore quelques cocos là sur la balance. Ça, c'est pas un souci. Et je vais venir prendre une paire de gants. Enfin, juste un gant là pour le coup. Je vais enlever ma bague quand même parce que ça passe pas. Et je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne en fait, jusqu'à ce que le savon de Marseille se fonde dans l'eau. Je ne vais pas attendre qu'il soit totalement fondu parce que pour les besoins de la vidéo, il faut quand même que j'aille un peu vite. Un peu plus vite. Voilà. Donc je mélange ça comme ça. Et ça va me faire un peu de mousse. Il y a de l'eau qui gicle partout. Et ça va me faire un peu de mousse. Voilà. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. J'enlève mon gant parce que maintenant, je vais préparer en fait les échevettes afin de pouvoir les tremper dans leur bain pour les nettoyer en fait du suin qui resterait sur, qui est de la graisse en fait de mouton, qui resterait sur, ou de chèvre, parce que là j'ai du mohair, qui resterait sur le fil. Donc je défais mes échevettes pour former des demi-cercles, enfin, qu'est-ce que je dis des demi-cercles? Pour former des cercles. Et je vais faire le même travail avec toutes les échevettes. Voilà. D'où l'importance, au moment de faire les échevettes, de bien sécuriser en fait le cercle, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc là, au total, je vous ai dit, j'ai 100 grammes, non, qu'est-ce que je dis? J'ai 50 grammes. J'ai 100 grammes de laine au total. Comme je dis, j'ai 100 grammes de laine au total. Là, je vous en montre que la moitié, parce que je vais faire exactement la même chose avec l'autre moitié. Lorsqu'on défait les chevaux, on fait vraiment très très attention au moment de l'ouvrir, d'avoir vraiment, voilà, de vraiment le séparer en deux sans que les fils s'en mêlent d'un côté ou de l'autre. Mes échevettes sont maintenant défaites. C'est rigolo. Mes échevettes sont maintenant défaites. Je vais donc prendre du fil, de la ficelle, que je vais couper. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'entier de mes échevettes, que vous voyez là, que j'ai défait, et je vais passer la ficelle autour de l'ensemble des échevettes. Pour être sûr que ça ne se mélange pas, je sépare mon tas en deux et je forme, vous voyez, je forme un 8. Je passe la ficelle par en dessous, je la récupère de ce côté-là, et je passe l'autre morceau de ficelle par en dessus, hop, et ça me forme mon 8. Exactement ce que nous avons fait pour pour sécuriser les échevettes tout à l'heure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud à 2-3 cm en fait des écheveaux, on va encore appeler ça des écheveaux, à 2-3 cm des écheveaux, pour ne pas que ceci soit serré et qu'au moment de la teinture, en fait, le fait que ce soit trop serré fasse que la laine ne reçoive pas de teinture exactement à cet endroit-là. Donc, lui laisser un peu d'espace pour qu'elle respire, pour qu'elle puisse bouger, permet de faire en sorte que la teinture soit uniforme en fait partout. Donc, je fais un petit nœud à 2-3 cm de mes écheveaux. Je garde un long bout de fil. Je vous explique pourquoi après. Et je fais un deuxième nœud à l'extrémité de ce bout de fil. L'idée, c'est de laisser un espace suffisamment grand entre le premier et le deuxième nœud pour pouvoir, lorsqu'on plongera la laine dans le liquide, que ce soit le liquide de nettoyage ou ensuite de mordançage ou de teinture, c'est de pouvoir toujours y avoir accès. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Bon, je ne remets pas les gants pour cette opération, hein. Je vais plonger ma laine dans l'eau. Vous voyez que là, j'ai toujours mon ma petite ficelle qui me tient là. Et une fois que la laine est bien plongée, ce qui est vraiment important pour ne pas que tout ceci s'en mêle, c'est de bien garder ce fil-là à l'extérieur, tout en gardant la laine bien plongée dans le liquide. Vous voyez, ça donne ceci. Le fil est à l'extérieur et puis la laine est bien plongée dans l'eau.
Et on va la laisser comme ça pendant à peu près 1 heure. Moi, j'aime bien laisser assez longtemps, comme ça, je suis sûre que le suin est parti au maximum. D'accord? Le problème du suin, c'est que si on ne l'enlève pas, bah, la teinture, elle ne va pas rentrer correctement en fait dans la fibre. Et du coup, on va avoir un résultat qui sera pas uniforme en fait. Voilà. Donc, cette opération étant faite, nous allons attendre 1 heure et ensuite nous allons pouvoir passer aux étapes d'après. À tout à l'heure. Pas du soir oblige, ça fait finalement plus de 2 heures que j'ai laissé mes laines trempées dans l'eau savonneuse. Ça va très bien, elles sont bien imprégnées d'eau et de savon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les essorer, les sortir de ce bain et puis les rincer jusqu'à ce que j'ai une eau claire. Là, pour l'instant, j'ai une eau qui est assez blanchâtre. Donc voilà, on essore comme ça. On ne tord surtout pas sa laine. Comme ça évite de la feutrer. Donc là, j'ai fait, hop, là j'ai fait mon premier essorage. L'eau ressemble à ceci. Elle est très blanche, donc comme c'est de l'eau savonneuse, je vais la verser dans l'évier de la cuisine. J'ai mis de l'eau tiède dans ma bassine. Et donc je vais remettre mes fibres à l'intérieur et les rincer. Donc je les replonge dans l'eau et je vais simplement appuyer et enlever les résidus de savon, de copeaux de savon de Marseille qui sont incrustés dans le fil. Si vous n'avez pas de copeaux de savon de Marseille, un savon de Marseille liquide sera quand même beaucoup plus pratique pour le coup. Comme ça, vous n'avez pas cette étape d'enlever les petits morceaux qui ne se sont pas dissous dans le bain de savon. Donc voilà, donc, on répète l'opération jusqu'à ce que l'eau soit claire. Là, on a une eau qui est quasiment claire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on enlève l'eau de la fibre par pression. Donc là, on a une eau qui est infiniment moins blanchâtre qu'avant. Je disais donc que j'allais faire encore un tour de rinçage. N'hésitez pas, pour enlever en fait les petits morceaux de savon, n'hésitez pas à secouer vos écheveaux de laine de cette manière. Comme ça fera tomber ce qui reste de résidus les résidus de savon de Marseille restants. Ok? Là, il y en a pas mal qui sont tombés. Surtout que j'ai du mohair, alors du coup les petits copeaux de savon, bah, ils restent coincés à l'intérieur de cette fibre parce que les fils sont collés les uns aux autres. Pour la laine, c'est un peu plus simple. Enfin, pour la laine non mohair, c'est un peu plus simple. Voilà. Et une fois que j'ai fait ceci, ben, je vais le replonger pour une deuxième fois dans mon bain, dans mon eau tiède en fait, pour opérer le dernier rinçage. Et là, a priori, l'eau semble ne pas blanchir, donc je pense qu'on est bon pour le rinçage. Pour l'instant, je n'utilise pas de gants parce que c'est uniquement de l'eau et du savon de Marseille. Mais dès les étapes d'après, dès la prochaine étape, on doit impérativement utiliser un masque, des gants. Et puis, éventuellement, bah, je vais aussi me changer parce que j'ai pas trop envie que mon sweatshirt soit abîmé. Donc voilà pour ce qui est de cette première étape qui nous a servi en fait à nettoyer la laine de toutes les saletés qu'elle pouvait avoir. Tous les détritus qu'il pouvait y avoir dedans, là, a priori, sont partis. Et donc, on a une laine qui est prête à être travaillée, tant au niveau du mordonçage qu'au niveau de la teinture elle-même. Et là, effectivement, vous pouvez voir, l'eau est claire. Et évidemment, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais faire tout de suite, c'est que je vais nettoyer mon plan de travail, parce que sinon, mon mari va me dire... T'as encore laissé du boxer dans la cuisine. Je le dis parce qu'il est juste là-bas. Je crois qu'il trouve pas ça très drôle. Hein, t'as dit quoi? Je rigole, mais je rigole pas, en vrai. Notre laine est maintenant prête à être mordancée. Je vous ai dit que j'allais faire 2 lots. J'allais faire un lot sur lequel on allait appliquer un mordant et un lot sur lequel on n'allait pas appliquer de mordant, juste pour voir en fait après la teinture si ça change quelque chose au niveau du résultat qu'on va avoir. Ok, donc
En attendant de passer ces laines dans le bain de mordansage, je vais les laisser dans cette bassine en plastique et je vais vous présenter les autres ustensiles qu'on va utiliser pour le mordansage et après coup la teinture. Donc je les pose tout simplement dans la bassine en plastique, je les réserve et je les mets de côté. Vous pouvez les laisser une nuit, mais si vous les laissez une nuit entière, essayez quand même de les recouvrir et laissez-les à l'intérieur, à température ambiante. Donc pour l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape du mordansage, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses. On va avoir besoin de mordants. Les mordants sont des matières en fait qui permettent à la teinture, une fois... En fait, je vais recommencer. Les mordants en fait sont des matières qui permettent, une fois appliquées à la laine, de faire pénétrer la teinture en fait dans la laine. Mais il faut faire attention parce qu'en fait ce sont des matières qui peuvent faire varier la couleur. Du coup, quels sont les mordants que je vais utiliser aujourd'hui? Je vais utiliser de l'alun de potasse qui peut se présenter comme ça, donc c'est-à-dire sous forme de poudre qu'on achète en droguerie. Ou alors, ça peut se présenter sous forme durcie en fait. Ça fait vraiment comme un gros caillou de sel. Ça ressemble à un gros caillou de sel. Et ça aussi, on le trouve en droguerie. Là, pour le coup, j'ai trouvé ceci dans une droguerie pas loin de chez moi. Et ça, vous le trouvez n'importe où en droguerie, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique. Le deuxième mordant qu'on va utiliser, ce sera la crème de tartre, qu'on trouve aussi en droguerie. Et d'après ce que je sais, il me semble que c'est aussi utilisé pour fabriquer de la pâte à modeler, ceci. Donc, les précautions à prendre, c'est évidemment d'utiliser un masque et d'utiliser des gants. Pour cette étape, je ne vais pas encore mettre de tablier parce que comme ce sont des matières transparentes, ça va pas abîmer mon t-shirt pour l'instant. Le dernier mordant que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est du sulfate de fer. Lui aussi qu'on trouve en droguerie, mais qui nécessite de vraiment prendre des précautions très particulières. Il faut vraiment faire attention quand on utilise ce mordant-là précis. Moi, je suis moins précautionneuse avec l'alun et la crème de tartre, mais ne faites pas comme moi. Hein. Si vous utilisez alun et crème de tartre, soyez extrêmement précautionnés. Faites ce que je vous ai dit, portez un masque, portez des gants et surtout aérez la pièce dans laquelle vous êtes en train de travailler pendant toute la durée du travail. Pour le sulfate de fer, je parlerai de précautions à prendre au moment où on va l'utiliser au niveau de la teinture. Enfin, plutôt au niveau du mordansage. Parce que le mordansage au sulfate de fer, d'après mon expérience, il est plus intéressant après que la teinture ait été faite. Tous ces mordants ont pour caractéristique de faire pénétrer la teinture dans la laine, mais ils ont aussi la capacité à modifier la couleur que la laine va prendre après teinture. En particulier, le sulfate de fer, typiquement, il va foncer en fait il va foncer les teintures en fait. Et ça va être intéressant parce que je vais voir si à partir de la teinture qu'on va faire, je vais obtenir des résultats plus forts une fois que j'aurai appliqué ceci. Si vous voulez plus d'informations sur ces mordants, je vous mets dans la barre de description, dans la boîte de description de cette vidéo, tous les ouvrages avec lesquels j'ai travaillé et puis quelques liens de sites internet sur lesquels on peut trouver des informations gratuitement sur ce qu'est le mordansage, quels sont les mordants, à quoi ils servent et comment est-ce qu'on peut les utiliser pour d'autres teintures que celles que je vais vous montrer aujourd'hui. Karine Delaunay-Delphes, qui est l'autrice du livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Teinture naturelle, qui est en fait le premier livre de teinture naturelle que j'ai acheté à l'époque où j'ai commencé à teindre avec des plantes. Elle préconise d'utiliser un faitout en inox. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui ne va avoir aucun effet en fait sur la couleur de la teinture. Typiquement, si vous utilisez une casserole en fer, le fer étant un mordant, ça va altérer en fait, ça va modifier en fait la couleur de votre teinture une fois que vous allez mettre votre laine dans le bain. Alors, donc du coup, moi je vous conseille de prendre de l'inox pour éviter justement d'avoir des effets non désirés et peut-être indésirables sur le résultat de la laine que vous voulez atteindre. Elle préconise aussi d'utiliser 3 litres d'eau par 100 g de matière à teindre. Là, comme je vais mordancer uniquement 50 g de laine, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser 1,5 litre d'eau dans ce faitout. C'est un faitout qui fait environ 9 litres.
Et une fois qu'on aura mis cette eau là-dedans, on va mettre 10% du poids de la fibre au niveau de la lin. Et on va mettre 5% du poids de la fibre au niveau de la crème de tartre. Donc, je vais déjà commencer par mettre de l'eau tiède dans mon faitout. Alors, j'ai mis de l'eau tiède dans mon faitout en inox. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais me munir d'un masque et de gants pour pouvoir manipuler la lin et la crème de tartre. Je précise que j'ai aéré la pièce et donc nous ne devrions pas avoir de soucis à ce niveau-là. Toutes les précautions sont respectées. Idéalement, il faudrait, en plus du masque, utiliser des lunettes pour protéger ses yeux. Moi, j'utilise des masques que j'ai achetés dans des magasins de bricolage. Ce sont des masques anti-odeur de peinture manuelle. Ça ressemble à ceci. Voici le masque en question. Voilà. Ce sont ces masques qu'on appelle les masques 3M. Donc, je vais porter mon masque. On a l'habitude maintenant, j'espère que vous m'entendrez toujours. Malheureusement, je n'ai pas de lunettes de protection, donc je vais être extrêmement précautionneuse avec les mordants quand je vais les peser. J'ai donc dit que j'allais utiliser une paire de gants. J'espère que vous m'entendez. Ok, je vais de nouveau avoir besoin de ma petite coupelle en plastique. Je vais avoir besoin aussi de petites cuillères qui ressemblent à ceci. Ce sont des cuillères en plastique qu'on trouve dans n'importe quel magasin, genre $1 Store, enfin tout. Vous savez, ces magasins où vous trouvez plein de trucs pour la maison à prix cassé. Du genre Maxi, ce que vous savez, j'ai pas envie de le dire, mais bon voilà. Donc, j'ai posé ma petite coupelle sur ma balance, j'allume ma balance, donc j'ai dit que j'allais utiliser 10% du poids de la fibre. Moi j'ai une fibre qui pèse, j'ai 50 grammes de fibre à mordancer, donc 10% du poids de ma fibre, c'est donc 5 grammes. Donc je vais peser 5 grammes d'alun. Ben voilà, 5 grammes d'alun, ça ressemble à ceci. Donc c'est vraiment pas grand chose. 5 grammes d'alun, c'est ça. Ok, donc je vais vers. Ce que je vais faire ensuite, parce que moi j'aime bien, moi je les mélange tous les deux. Et donc j'ai dit que j'allais utiliser 5% du poids de la fibre pour ce qui est de la crème de tartre. Donc 5%, ça fait 2,5 grammes de 50 grammes. 5% de 50 grammes, ça fait 2,5 grammes. Donc, quand j'aurai 7,5 grammes sur ma balance, j'aurai assez d'alun et de crème de tartre. Voilà. Je n'en ai pas à la virgule près. Hein. Si vous avez 8 grammes de crème de tartre et alun mélangé, ça va aussi, ça va très bien. Hein. Voilà. Et bien faire attention de ne pas du tout mélanger les ustensiles que vous utilisez pour la teinture avec les ustensiles que vous utilisez pour la cuisine. Typiquement, mon faitout en inox, il ne sert que pour la teinture. Tout ce que j'utilise pour la teinture ne sert que pour la teinture. Et je les garde dans un endroit totalement séparé. Donc, soit dans le bureau, soit dans un bac bien fermé dans la salle de bain. Donc, voilà pour cela. J'ai mes mordants qui sont prêts. J'ai mon faitout qui est prêt, j'ai ma petite spatule en plastique qui est prête aussi. Je sais, j'ai une spatule en bois, sauf que je ne la retrouve pas. Donc, j'utilise celle-ci que j'ai depuis mes débuts. Et donc, je vais l'utiliser pour mélanger en fait mes mordants à l'eau tiède. Ce que je fais là, maintenant, là on va le faire un peu hors caméra. Je vais déposer mon faitout en inox sur les plaques. Mon eau est déjà bien tiède. Hein. J'ai fait en sorte d'utiliser de l'eau tiède du robinet. Je l'allume, je la laisse se réchauffer encore un tout petit peu. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier à pH. C'est une étape qui n'est absolument pas
indispensable. Enfin, pour la teinture que je vais faire, c'est une étape qui n'est absolument pas indispensable. Mais suivant les matériaux que vous teignez, typiquement si vous faites de la teinture de la Garance, ça vaut vraiment la peine de maîtriser le pH de votre teinture. Mais là, pour la teinture qu'on va faire et que je ne vous ai pas encore dévoilée, ben, je ne vais pas l'utiliser. Pourquoi j'utilise du papier à pH? Simplement pour vous donner une indication du pH que je vais avoir pour ma teinture, de sorte que si vous voulez reproduire cette même teinture chez vous, ça peut être un critère qui vous permet d'avoir des résultats assez proches de ce que moi j'ai obtenu ici. Donc, je vais regarder le pH de mon eau. Donc, voilà à quoi ressemble du papier à pH. Ça, c'est quelque chose qui se trouve en droguerie. Voilà. Vous avez, c'est comme un dérouleur de scotch en fait. Vous avez un rond comme ça, puis à l'intérieur, il y a tout un rouleau de papier. Là, la longueur de mon rouleau, elle est de... Il est de combien? Je ne sais pas combien de mètres que j'aime, mais en tout cas, c'est le même rouleau que j'utilise depuis 2015. Donc, pour vous dire, il a une longue durée de vie. J'en utilise pas non plus des longueurs énormes, quoi. Puis là, vous avez tous vos... Les couleurs permettent de vous situer en termes de pH. À 7, il est neutre. Le pH de l'eau, enfin du liquide le pH du liquide que vous mesurez, il est neutre. En dessous de 7, il est acide et en dessus de 7, il est basique. Et là, je constate que on est proche du neutre. Ouais, quoique là, il est juste entre le 6 et le 7, donc il est presque proche du neutre. Il est presque proche du neutre, mais il est plutôt acide, mais voilà. Il est plutôt acide. Bref, essayez d'avoir un pH entre 6 et 7 si vous voulez avoir un résultat qui n'est pas trop éloigné de celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà pour cela. Et vous voyez, hein, je n'ai pas utilisé une grande quantité de papier. J'aurais même pu en couper moins. Vraiment juste tremper dans l'eau, le laisser quelques instants, le temps que la couleur du pH se manifeste. Et après, c'est réglé. Raison pour laquelle je l'utilise depuis 2015. Maintenant que l'eau a un petit peu chauffé, je vais verser très doucement en essayant d'éviter toute évaporation de poussière. Je ne sais pas comment le dire autrement. Éviter toute évaporation de poussière, d'autant plus que je ne porte pas de lunettes de protection. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, il faut porter des lunettes de protection. Achetez-vous des lunettes de protection, moi j'en ai juste pas en fait. Donc voilà. J'ai donc vidé mon mordant dans la casserole, ouais, c'est une casserole en fait, ma casserole en inox. Je touille jusqu'à ce que les mordants n'apparaissent, ne se voient plus en fait, jusqu'à ce qu'ils se mélangent. Je touille jusqu'à ce que les mordants se mélangent bien à l'eau. Là, malheureusement, je ne peux pas filmer. Mais voilà, une fois que j'ai fait ça, je sors la spatule et je la mets de côté sur un tissu, une éponge, mais utilisée uniquement pour la teinture. Et pour rien d'autre que la teinture. J'insiste et j'insiste encore. Maintenant, je vais prendre la laine que nous venons de nettoyer et je vais la plonger dans le bain de mordançage. Je vais la laisser chauffer pendant 1 heure à petite ébullition, c'est-à-dire en dessous à 90 degrés, donc à 90 degrés. Et quand elle attendra, après 1 heure à 90 degrés, je vais éteindre le feu et je vais laisser la laine reposer dans le bain de mordançage jusqu'à demain matin. Et demain matin, on pourra vraiment procéder à la teinture en tant que telle. Besoin de ma petite spatule pour bien appuyer les laines pour qu'elles restent bien, pour qu'elles soient bien imbibées d'eau, qu'elles restent bien sous l'eau de mordançage.
Alors, je ne vais pas laisser ma laine tranquille pendant 1 heure. Je vais venir la tourner, la déplacer régulièrement dans le bain de teinture, raison pour laquelle j'avais prévu un fil suffisamment long pour qu'il tienne à l'extérieur de la casserole. Donc là, j'ai plongé ma laine dans le bain de mordançage. Je la touille pour que le mordant puisse se répartir de manière totalement régulière sur la fibre. Et voilà, j'ai mis à thermostat 6 et je laisse tout ceci reposer jusqu'au prochain palier de chaleur. Pour vérifier que la chaleur ne part pas en vrille, j'ai donc un thermomètre. C'est un thermomètre de boucher que vous trouvez dans n'importe quel supermarché. Voilà, ça se présente comme ça. Il lui faut des piles. Dieu merci, j'ai des piles. Enfin, heureusement que j'ai des piles quelque part à la maison. Voilà, donc mettre une pile dans celui-là. Bref, je ferai ça après. Je ferai ça hors caméra, ça m'évitera, ça me permettra de gagner du temps. Et puis, il s'agira de brancher le petit embout du cordon électrique ici. Au bout de ce cordon, il y a cette aiguille qui ressemble à une aiguille à tricoter. Au bout du cordon, il y a cette aiguille qui ressemble à une aiguille à tricoter. Et c'est cette aiguille à tricoter qu'il faudra plonger dans le bain et par le cordon, enfin, et qui permettra d'avoir la température qui s'affiche sur le petit écran du thermomètre. Je vais donc aller mettre une pile dans mon thermomètre. Je ne vous ai pas encore dit ce qu'on allait teindre. Pour cette vidéo, j'avais prévu tout à fait autre chose, ça a complètement foiré, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la teinture au bois de santal. J'ai donc du bois de santal que je reçois comme ça en grande quantité. Ça se commande en droguerie, ça s'achète en droguerie. Moi, dans la droguerie de la ville qui est la plus proche de chez moi, ils l'ont. Et dans toutes les drogueries autour aussi, ils l'ont. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à trouver en droguerie ici. Et j'ose imaginer en Suisse, puisque je dis je suis en Suisse, en France, en Belgique ou encore au Canada. Sinon, je vais vous mettre de toute façon dans la barre d'infos, dans la boîte de description de la vidéo, les sites internet sur lesquels je sais qu'on peut les commander, notamment en France. Donc, j'ai 100 g de laine que j'aimerais teindre pour obtenir une variété de rouge. On va appeler ça un rouge tendre. Et pour ce faire, je vais utiliser 200 g de copeaux de bois de santal. Voilà, que je vais déposer là-dedans. J'ai ma petite balance là. Nos 200 g de bois de santal sont désormais prêts. Nous allons donc faire une macération, c'est-à-dire qu'on va verser les copeaux de bois de santal dans 3 litres d'eau. J'ai préparé une bassine avec 3 litres d'eau et je vais donc y verser les copeaux de bois de santal et on va laisser macérer toute la nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les copeaux avec de l'eau et puis on va les laisser s'en imprégner. Macération signifie qu'on met le bois, la matière tinctoriale dans de l'eau, dans un liquide et qu'on le laisse tremper tel quel, on ne le cuit pas. Dès le moment où on va le cuire, on va le faire bouillir, on va parler de décoction qui sera en fait le résultat qu'on va obtenir après avoir fait chauffer la matière tinctoriale avec de l'eau en principe. Après une nuit, les copeaux de bois de santal sont bien imbibés d'eau. Ils sont donc prêts maintenant pour préparer la décoction. C'est-à-dire qu'on va les transvaser dans un faitout en inox et on va faire bouillir tout ceci pendant à peu près 1h30. Les copeaux de bois de santal sont maintenant dans leur casserole. Je vais donc les mettre à chauffer à thermostat 7.
Et je vais régulièrement m'assurer que le bain de teinture ne dépasse pas les 90 degrés, ce qu'on appelle la petite ébullition. Et pour ça, je vais m'aider d'un thermomètre de boucher. On va laisser ceci cuire et pendant ce temps, je vais m'occuper d'autre chose. Je laisse donc chauffer à découvert, mais par contre, j'aère bien toutes les pièces. Nous sommes donc 1h30 plus tard, ma décoction est maintenant prête. C'est le moment maintenant de la filtrer afin de pouvoir passer à l'étape de la teinture. Je vous montre juste à quoi ressemble le jus que nous avons obtenu. On a un bel orange délicat. Ma décoction de bois de santal a bien refroidi, donc maintenant je vais pouvoir séparer les débris du jus. Et pour cela, j'utilise toujours ma petite bassine en plastique bleu et surtout un tissu fin pour laisser passer le jus. Là, moi, j'ai de la gaze, donc j'utilise de la gaze pour faire cette opération. Ça me permet de bien filtrer la décoction et de ne laisser passer que le jus de teinture. Et il ne se passe rien. Je vais complètement vider le faitout de manière à pouvoir le réutiliser pour la partie purement teinture. Alors, une fois qu'on a séparé le jus des copeaux de bois, on peut jeter les débris de bois de santal au compost. Je vais essorer pour faire sortir tout ce que je peux de matière tinctoriale, de jus de teinture, ouais. De décoction. Et une fois que j'aurai fait cette opération, je vais pouvoir mettre mes copeaux de bois au compost. Le résultat de ma décoction m'a donné un petit litre d'eau. Donc je vais rajouter environ 2 litres d'eau dans la décoction, dans le faitout, afin d'obtenir les 3 litres nécessaires pour teindre les 100 g de laine que j'ai. Je vais rajouter encore un petit litre d'eau. La quantité d'eau qu'on va rajouter n'a pas d'impact en fait sur la profondeur de la teinture qu'on va obtenir, mais par contre ça permet à la laine d'avoir suffisamment de liquide pour pouvoir se mouvoir dans toute la casserole et à la teinture de s'imprégner de manière plus uniforme. On va maintenant chauffer voilà. On va maintenant chauffer le bain de teinture à environ 30 degrés. Là, je vais allumer la plaque et mettre ceci à chauffer à un thermostat 7. Ça fonctionne assez. J'aime bien le thermostat 7 parce que il chauffe vite et en même temps, il est facile à gérer. Donc, je le mets à thermostat 7. Je ne sais plus si j'ai dit aussi 7, mais 7. Je le mets à thermostat 7 et puis on va attendre que ça chauffe un petit peu. Donc ça arrive aux environs de 30-35 degrés et à ce moment-là, je vais pouvoir tremper mes laines dans le bain de teinture.
J'ai retrouvé dans mes affaires de teinture cette espèce de petit bout de tuyau qui fait à peu près 7 cm de longueur et qui est ouvert des deux côtés, qui va me permettre de, grâce à un bout de ficelle que je vais passer à l'intérieur, ça va me permettre d'accrocher mes deux tas d'échevettes ensemble et de pouvoir les plonger entièrement dans la casserole parce que je n'ai pas, j'ai une casserole qui est trop profonde par rapport au volume d'eau que dont j'ai besoin pour cette teinture. Donc je vais utiliser ceci pour obtenir de la longueur, ce qui va me permettre de bloquer, de bien plonger mes laines dans le jus, mais sans pour autant, tout en étant en mesure de les faire bouger dans leur bain. Pour rappel, le tas de laine qui a le fil le plus long, c'est-à-dire celui-ci, est celui que nous avons mordancé avec de la lin et de la crème de tartre, et celui avec le plus court, c'est celui que nous n'avons pas mordancé. Je vais pouvoir enfin tremper la laine dans son bain. Et on y va tout de suite parce que là, avec le bois de santal, ça va prendre très rapidement, comme vous pouvez le voir. Donc, il faut impérativement tout de suite, bien presser la laine, mettre la laine au fond de son bain. Et je peux maintenir la laine à l'intérieur tout en ayant encore un peu tout en ayant de l'emprise en fait sur ce qui va se passer. Alors, voilà. On voit déjà qu'il y a un début d'impression. Ça va être très intéressant de voir le résultat. Je parierais sur un joli corail, mais on verra. On verra. Alors, j'essaye de ne pas trop la brusquer, n'est-ce pas? J'ai un petit peu peur qu'elle me fasse des siennes. Je vais la laisser tranquillou comme ça et je la remuerai de temps en temps pour que le liquide s'imprègne de la manière la plus uniforme possible. Et on se retrouve d'ici une petite heure pour voir à quoi ressemble cette laine. La teinture de la laine est enfin terminée. Il est temps de la sortir, de l'essorer et ensuite on va passer au mordançage ou plutôt au nuançage avec du sulfate de fer. Donc, une fois que la teinture était terminée, j'ai laissé la laine dans son bain. Je l'ai laissé se refroidir dans son bain. Et maintenant, je vais pouvoir la sortir. Et on va pouvoir observer ensemble les couleurs que nous avons obtenues. Voici l'éventail de couleurs que nous avons obtenu avec la teinture au bois de santal aujourd'hui, avec des bases qui ont été mordancées et d'autres qui ne l'ont pas été. Évidemment, la couleur que vous voyez là, elle est beaucoup plus intense, elle est plus intense que celle que nous aurons une fois que la laine aura séché. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, enfin moi j'ai presque pas envie de le nuancer en fait. J'ai même pas envie de la nuancer. Alors, ce qu'on fait, ce que je vous propose, c'est que pour cette fois-ci, on ne nuance pas la teinture. Mais dans une prochaine vidéo, on le fera. Et tout ça parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce que je vois et ça correspond un peu à tout ce qui me fait craquer en ce moment en termes de laine ou en termes de couleur de tissu. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là pour la teinture aujourd'hui. J'avais quand même envie de vous montrer la couleur de l'eau après la teinture, elle est quasiment claire. Ce qui veut dire que les laines ont bien pris la teinture. Une fois la teinture terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer les laines selon le même procédé que pour les laver au départ, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de savon. Moi, je n'aime pas du tout utiliser du savon après avoir teint. J'aime laver ma laine juste simplement à l'eau claire tiède, c'est-à-dire à 30-35 degrés. De ce côté-ci, vous avez les laines qui ont été mordancées à la lin et à la crème de tartre, et de cet autre côté, vous avez celles qui ne l'ont pas été. Alors, on peut déjà constater au niveau de la laine de Mérinos que la laine mordancée
a un rendu vraiment plus dans les oranges. Alors que celle qui ne l'a pas été a un rendu qui tire plutôt vers le corail. Ça reste deux couleurs que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence là pour le corail. Si on compare maintenant la laine à chaussettes, on observe aussi le même résultat. Un résultat similaire, on va dire. Sur la laine mordancée, on a de nouveau des tons orange. Alors que sur celle qui ne l'a pas été, on est plutôt dans des tons un peu corail, rosé, rouge, etc. Plutôt corail rosé. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, et c'est en fait, on va faire le même constat sur les différentes bases, parce que si on regarde bien, alors celle-ci, c'est la plus douce des deux, me semble-t-il. Non, ça, c'est la laine de mohair. Voilà, ça, c'est la laine de mohair. Ce mohair-là est plus orangé, alors que celui-ci est beaucoup plus corail. Résultat similaire pour ce qui est du Kid Mohair soie. Pareil, mordancé, on tend vers les orangés. Et non mordancé, on tend plutôt vers des rosés. Et enfin, la dernière laine, qui est en fait la fameuse laine vierge. Alors, elle a des résultats qui sont un peu plus chinés. Mais si vous vous souvenez, c'était une laine qui était de base plus foncée que les autres. Mais on constate ici que, effectivement, sur sur la base qui a été teinte, qui a été mordancée au préalable, on a un fond orange, gris, marron. Alors que sur la base qui n'a pas été mordancée, ça tend un peu plus vers des violets parmes, C'est très joli, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc, évidemment, les laines ne sont pas sèches. Mais je pense qu'on peut conclure que sur ces bases-là, on peut conclure que sur ces bases-là, en appliquant des mordants à lin et crème de tartre dans les proportions que je vous ai données, c'est-à-dire 10% du poids de la fibre pour la lin et 5% de poids de la fibre pour la crème de tartre, on obtient des résultats qui tirent plutôt vers le orange. Alors que, alors que sur les bases qui n'ont pas été mordancées, on a plutôt des résultats qui s'approchent, qui tirent plutôt vers le rose corail rosé. Et même vers du parme rosé sur la base la plus foncée. Je suis assez satisfaite de ces résultats. Je vais sécher mes petites laines. J'aimerais bien poster cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Je m'étais engagée à le faire dans les 3 semaines. Et là, on est aux 3 semaines. Et j'aimerais bien poster ma vidéo ce soir. Ce qui signifie que les laines, vous ne les verrez pas sèches dans cette vidéo, mais je vous en parlerai, je vous les présenterai, je vous présenterai le projet que je vais faire avec dans une toute prochaine vidéo. J'espère que cette expérience de teinture en ma compagnie vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, que ça a titillé votre intérêt pour la teinture. Pour ma part, ça a été un grand plaisir de faire cet exercice. Je n'y suis pas du tout habituée, donc j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, que je n'ai pas été trop dans le détail non plus, dans le détail inutile non plus. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, semaine, etc. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.